Dans la société d'aujourd'hui, il y a des grands, des petits, des gens chevelus, d'autres moins. Mais si on le regarde dans un magazine de mode, on se rendra bien vite compte qu'il vaut mieux être maigre si on veut correspondre aux critères de beauté de la société. Malheureusement, les critères de la société d'aujourd'hui amènent des maux incontrôlables. Leurs noms sont bien connus, mais en général, leur connaissance se limite là. L'anorexie est l'un d'eux. Lorsque je te dis anorexie, tu penses à quoi? À une meuf maigre. Et oui, quand on me dit anorexie, on pense à une fille avec des maigreurs prononcées. Mais est-ce seulement cela? Est-ce que cette maladie dont 1 à 2% des Suisses sont atteintes est seulement physique? C'est une abdication de la vie. On abdique. Alors pourquoi se nourrir? N'est-ce pas? Pourquoi aimer? Pourquoi mourir? Pourquoi vivre? Tout s'ensuit. Oui, ne serait-ce pas aussi ça l'anorexie? Et que faire pour aider les personnes qui souffrent d'anorexie? Qu'est-ce que je ferais? Il faut l'accompagner, le soutenir. Les accompagner et les soutenir, oui. Mais pour cela, ne faudrait-il pas déjà comprendre de quoi ils souffrent? Voilà le but de notre documentaire. Comprendre ce qu'est vraiment l'anorexie et quelles seraient les pistes pour pouvoir accompagner les personnes qui en souffrent. L'anorexie, ça vient du grec. Avoir faim, c'est orezo, ou orexia, c'est la faim. Et anorexie, c'est l'appétit. Et anorexie, c'est de plus avoir d'appétit. Voici le docteur Jacques Épinay. Ayant travaillé à l'hôpital de la Béroche jusqu'en 2008 et continuant à s'occuper des personnes souffrant de l'anorexie depuis 1998, il a accepté de nous expliquer ce qu'est l'anorexie. Pour que tout le monde ait la même base, nous allons commencer par définir l'anorexie. An, c'est privation de ne pas avoir d'appétit, l'anorexie. Donc l'anorexie, c'est une condition dans laquelle une personne arrête de manger pour des raisons diverses qu'on va un peu développer. Alors il y a de l'anorexie, si vous avez une fièvre, vous êtes malade, vous ne mangez plus, ça c'est une petite anorexie. Mais maintenant l'anorexie mentale, c'est un trouble où la personne commence à perdre du poids, donc elle ne veut plus manger, et puis donc elle perd un poids qui est en dessous de ce qu'on considère comme la norme, c'est-à-dire un indice de masse corporelle en dessous de 18. L'anorexie, c'est une condition dans laquelle la personne qui est malade refuse de prendre du poids, elle commence à en perdre, donc elle ne veut pas manger. Elle a même une anxiété, c'est surtout ça qu'on reconnaît l'anorexie, c'est que la personne a peur de prendre du poids. Et ça, c'est très important. La troisième chose, c'est qu'elle voit son corps autrement, c'est-à-dire qu'elle est maigre, mais elle se voit grosse. Et puis, une quatrième chose qui est assez controversée, c'est qu'à partir d'une certaine perte de poids, la jeune fille, en tout cas, n'a plus de règles. Ça, c'est les 4 conditions. Mais l'anorexie mentale, c'est si vous voulez, c'est un des troubles, et c'est pas le plus fréquent, c'est un des troubles du comportement alimentaire, parce qu'il y en a d'autres. Alors, dans l'anorexie mentale, il y a par exemple l'anorexie dite restrictive, c'est-à-dire que la personne ne mange pas, elle mange de moins en moins, mais elle fait rien de plus, puis elle bouge beaucoup. Il y a aussi, j'ai oublié de dire, dans l'anorexie, il y a une hyperactivité. Pourquoi? Parce que si on veut maigrir, il faut dépenser de l'énergie puis pas manger. Moi, j'ai une patiente qui vient de se casser le bras, qui est anorexique, et puis elle me dit comme ça, ouais, mais je vais moins bouger, c'est embêtant. Parce que si je bouge moins, je vais grossir. Donc, elle me dit comme ça, il faut que je me fasse des réserves de moins. Qu'est-ce que ça veut dire, des réserves de moins? Ça veut dire qu'elle va courir pour perdre du poids. Et puis, après, elle pourra rester un peu tranquille un petit moment parce qu'elle aura perdu son poids. Je veux dire, alors c'est un mécanisme qui est complètement aberrant. Bon. Mais donc, ça fait partie des troubles du comportement alimentaire en général. Et puis ça, il y en a d'autres. Donc, il y a l'anorexie qui est dite purgative. Donc, c'est une anorexique qui mange et qui se fait vomir. Le peu qu'elle mange, elle se fait vomir ou elle prend des laxatifs. Alors, elle prend des laxatifs parce qu'elle croit qu'elle va maigrir, mais en fait, avec les laxatifs, on ne maigrit pas, on perd de l'eau.
Mais c'est dans le délire, parce qu'on va dire que c'est une forme de délire, hein, cette anorexie. Dans le délire, elles peuvent utiliser des laxatifs, mais ça va avec des kilos. Hein. Moi, j'ai eu une patiente, elle avait un cornet, c'était plein de laxatifs. Même un jeune homme aussi, qui utilisait des litres de laxatifs tous les jours. Alors, je disais, il faut l'inscrire aussi dans d'autres troubles du comportement alimentaire, que celui qui est ce qu'on appelle la boulimie. Alors, la boulimie, en fait, c'est de manger des énormes quantités. Vous ne pouvez pas imaginer ces 2 fondus à la suite, mais 2 fondus Gerber à la suite, des pâtes qu'on n'a même pas cuites, qu'on mange comme ça, les cornflakes, des glaces, etc., à se faire éclater l'estomac, et puis suivi d'un vomissement. C'est-à-dire que la personne qui est boulimique, elle n'arrive pas à freiner son envie, mais elle n'a pas envie d'être grosse, donc elle vomit. Tout ce qu'elle mange, elle le vomit. Alors il y a des personnes qui peuvent avoir des crises comme ça, vous sortez, vous allez devant la boulangerie, vous prenez 4 croissants, une plaque de chocolat, puis vous les mangez, puis tout de suite vous allez vomir. Donc c'est une souffrance énorme, mais ces femmes, on ne le voit pas, parce qu'elles ont, je dis les femmes, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes de nouveau, mais on le voit pas du tout, parce qu'elles ont un aspect du corps qui est normal. C'est toujours lié avec un état de mal-être général. Hein. Ça souvent, que ce soit fille ou garçon, je crois qu'une des caractéristiques, c'est que ces filles-là ou ces garçons n'ont pas confiance en eux. Mais vraiment, je suis rien. Je suis rien, j'ai envie de vivre, mais je suis rien. Je veux vivre, je veux pas mourir, mais je veux pas manger. Parce que je mérite pas. Il y a quelque chose là d'une espèce de distorsion de la pensée, une pensée un peu tordue en disant, mais moi, je mérite pas. Je mérite pas de me nourrir. Puis une autre expression de la maladie, c'est que c'est des gens qui pensent être salis par la nourriture. Pour résumer, l'étymologie du mot anorexie désigne juste une perte d'appétit. Mais dans notre reportage, nous allons parler de l'anorexie mentale. Elle fait partie de l'un des troubles du comportement alimentaire et est souvent accompagnée de crises de boulimie. Cette anorexie se caractérise surtout par une peur de prendre du poids et par une déformation de l'apparence du corps. Ce sont là les symptômes d'un mal plus profond, un état général dépressif. Mais alors, pourquoi devient-on anorexique ? Pourquoi on devient anorexique? Ça dépend, il y a des soucis. Après, il y a aussi des gens là, ils sont pas bien dans leur peau. Après, il y a des gens qui se trouvent trop gros alors qu'ils sont tout à fait normaux. Et après, c'est des maladies qui viennent comme ça. Ah, ça peut être une histoire de rejet. Qu'as-tu dit? Une histoire de rejet. Oui, mais d'où Rejet de la cela base. provient-il? Pourquoi devient-on Oui, anorexique? justement. L'adolescence de rejet ne veut plus vouloir vivre. Oui, mais pourquoi rejeter? C'est ça. Alors là, bonne question, j'en sais rien du tout. Mais oui, c'est terrible, paraît-il. Alors ça, c'est une vaste question. C'est une grande question. Il y a eu une étude qui s'appelle l'étude SMASH. C'est une enquête qui est encore faite à Lausanne. C'est une étude sur le style de vie et la santé chez les adolescents âgés de 16 à 20 ans. Mais déjà, si on voit, c'était une enquête faite autant chez les étudiants que chez les apprentis. Déjà, 40% des filles et 18% des garçons n'étaient pas satisfaits de leur apparence et de leur corps. On voit que les garçons sont plus contents que les filles. Mais ça, c'est probablement lié à une pression de la société. Il faut être belle, il faut avoir... etc. Puis, 70%, ça c'était en 2002, 70% des filles souhaitent maigrir. Alors, vous voyez, dans une classe, elles discutent, ouais, mais il y en a une qui est à peine un petit peu enveloppée, il y a l'autre qui lui dit, ouais, mais, ou bien il y a des remarques qui peuvent venir soit dans la famille ou dans l'entourage. On peut être assez dur, mais sans vouloir créer quelque chose, mais on peut dire à une fille gros ton, des choses comme ça. Alors,
Et puis donc 70% souhaitent maigrir, mais à la limite, il y a une partie qui s'en fiche, elle dit j'aimerais maigrir, mais elles vivent naturellement. Puis on a 20% qui pensent qui sont préoccupés par cette histoire de poids. C'est pour dire qu'il y a un lien quand même avec l'adolescence et puis l'apparence physique. Ça, c'est une des pistes qu'on pourrait avoir. Donc la société, je veux dire dans l'origine de ces problèmes d'anorexie, probablement qu'il y a un lien entre la pression ou l'idéal de la minceur dicté par la société et puis l'envie des filles qui ne se sentent pas bien dans leur peau de correspondre à ce qu'on demande d'elles dans la société. Ça, c'est une des origines. Alors maintenant, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a cette pression, mais toutes les filles, si on veut, ou les gars subissent une pression, mais pas toutes deviennent anorexiques. Il n'y en a que 1% qui deviennent anorexiques. Peut-être un petit peu plus au moment de l'adolescence, mais en général, c'est 1%. Et puis la boulimie, c'est un petit peu plus. C'est 4-5 fois plus. Donc, il y a une pression. Maintenant, il y a plusieurs facteurs. Si on veut parler de l'origine de l'anorexie, c'est un phénomène très complexe. Je dirais qu'il y a autant de théories que de théoriciens. Chacun a sa petite idée sur l'anorexie. Et puis, ça évolue au cours du temps. Alors, il y a un moment où on s'est dit, tiens, c'est un problème d'hormones. Un trouble de la fonction des hormones chez les jeunes filles, ça joue certainement un rôle parce qu'on ne sait pas pourquoi les règles s'arrêtent. Parce que parfois, les règles s'arrêtent avant que la personne maigrisse. Donc, il y a plusieurs modèles. Il y a une jeune fille qui va être anorexique. On ne le sait pas. Mais elle est dans sa famille. Et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est quand même souvent des jeunes filles qui, petites filles, veulent toujours plaire à tout le monde. Elles sont très soumises, très gentilles, très studieuses. Donc là, il y a une espèce de caractère de la jeune fille qui va devenir peut-être anorexique. Mais ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Il y a eu des études il y a 30, 40 ans, des études qui ont été faites beaucoup en Italie. On se disait, mais est-ce qu'il y a des familles d'anorexiques? Est-ce que les parents d'anorexiques seraient des mauvais parents, entre guillemets, ou des parents qui amèneraient la jeune fille à l'anorexie? On n'a pas tellement trouvé, mais on a trouvé quand même des petites tendances. On voit que parfois les pères sont perfectionnistes. Des fois, c'est des familles qui sont obsédées par le sport. Moi, j'en ai vu quelques-unes, des familles qui sont très obsédées par la performance. Puis alors, peut-être la mère fait déjà un peu des régimes, et puis on pousse, puis on y va, on va faire le tour du canton ensemble, etc. Puis là, c'est une personne qui a une certaine fragilité, puis ça, on ne sait pas pourquoi il y a une fragilité. Probablement qu'il y a des influences génétiques, mais ça, on ne sait pas très bien. Donc ça peut influencer. Donc le milieu familial peut influencer, mais il n'est pas déterminant. Je veux dire, on peut avoir des familles de sportifs, puis la fille qui est dans l'histoire, elle ne sera jamais anorexique. Donc il faut d'autres facteurs. La société, on en a parlé dans ce modèle. Donc c'est la pression sur la minceur. Puis il y a des féministes qui ont parlé comme ça, etc. On veut une image de la femme qui est... D'ailleurs, les mannequins, il y a beaucoup d'anorexiques parmi les mannequins. Chez les grands couturiers, on choisit des femmes plutôt maigres. Ça fait déjà des controverses. En Espagne, on interdisait ça. Dans la société, il y a aussi dans la culture, il y a des groupes à risque. Par exemple, les danseuses. Les danseuses, il y a souvent des anorexiques. D'ailleurs, même au concours de danse à Lausanne, il y a un médecin. Avant, ils ont un examen médical et puis on regarde s'il y a un problème alimentaire ou pas. Donc, pour dire que c'est un... Et puis, dans les sports de pointe, les gymnastes, par exemple, j'ai une patiente où la gymnaste, c'était l'entraîneur, une femme, qui voyait une anorexique dans la rue, puis qui disait à sa pupille, qui disait à la fille qui faisait de la gym, écoute, il faudrait que tu sois comme ça. Alors vous voyez déjà l'impression, mon entraîneur c'est quelqu'un de fantastique et tout, elle me dit je dois être maigre,
Et puis, vous prenez 1 gramme, ça ne va pas. Il y a toute une pression. D'ailleurs, il y a une pression de la société. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il semble qu'il n'y ait pas d'anorexiques dans les pays en voie de développement. Il semble. Si vous avez un pays où vous avez faim, je crois que ça ne se passe pas. D'ailleurs, j'avais une patiente, une jeune fille qui avait 20 ans, qui était partie en Amérique du Sud, puis elle était anorexique, puis elle est partie en étant anorexique. Et puis elle a eu moins de problèmes en Amérique du Sud parce qu'ils avaient à manger que du riz. Donc il n'y avait pas aussi cette espèce d'embarras du choix. On peut même dire sur le plan psychologique, des fois, l'anorexie, il y a tellement trop que c'est sa manière de dire non. Mais bon, ça sur le plan aussi psychologique, c'est aussi peut-être pour une jeune fille sa manière de dire non à d'autres choses. J'étais la fille sage tout le temps, je ne sais pas dire non, mais je vais dire non en ne mangeant pas. Je vais dire non à papa. Au lieu de faire ma crise d'adolescence, ruée dans les brancards, de râler, de crier ou je ne sais pas quoi, elle se renferme mais elle ne mange pas. Il n'est donc pas possible d'expliquer exactement pourquoi on devient anorexique. Il faut juste retenir qu'il y a des facteurs qui favorisent le développement d'une anorexie. La pression de la société, l'environnement familial, les milieux fréquentés, et bien souvent un caractère de la personne anorexique qui est très prononcé dans la volonté de plaire à tout le monde. Le facteur génétique n'est pas non plus à écarter. Par exemple, des études ont montré que si une jumelle souffrait d'anorexie, l'autre était plus susceptible d'en souffrir aussi. Nous avons interviewé 2 personnes qui ont souffert de l'anorexie pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans leur cas. Alors ça a commencé quand j'avais 17 ans. En fait, j'avais arrêté le lycée, j'avais arrêté le volley, je m'étais fait quitter par mon copain, donc j'avais vraiment plus rien du tout. Puis je me suis dit, il faut que je me remette un peu en forme. Donc déjà avant, j'avais déjà commencé plein de régimes, etc. Et puis j'en étais arrivée au stade où en fait je mangeais 1 fois par jour, et puis une grosse fois, et puis après, plus rien du restant de la journée. Et puis, de vouloir me remettre en forme, j'allais courir comme ça, mais sauf que j'avais tellement mangé généralement, donc plus boulimie, que j'ai commencé à me faire vomir. Donc après aussi, ma maman a commencé à travailler, donc elle n'était pas à la maison. Donc je profitais justement pour faire mes crises, où je savais que de toute façon, tout ce que je mangeais allait passer dans les toilettes. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a commencé gentiment à me dégoûter de me faire vomir comme ça. Donc c'était soit une grosse crise qui allait aux toilettes, soit je mangeais quasiment rien. Puis j'attendais le lendemain pour manger quelque chose. Donc j'étais dans les vapes toute la journée, j'allais marcher, etc. Bon, d'abord j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Donc j'ai commencé à faire un régime, à avoir des restrictions alimentaires. Après je faisais beaucoup de sport, un peu plus que d'habitude. Puis après j'ai perdu pas mal de poids en très peu de temps, en fait, environ 15 kilos en 6 mois. Puis là, après c'est une perte de vitesse, enfin on comprend pas trop ce qui nous arrive, on gère plus du tout le poids, et puis on n'arrive plus à se rendre compte, enfin on se rend compte qu'il y a un problème, mais on n'arrive plus à gérer, quoi. Puis là je commence à plus manger, voilà, une période la plus dure, enfin je mangeais une soupe ou bien une pomme par jour, mais j'avais bossé et tout ça, quoi, mais l'étape, c'est vraiment le perte de 15 kilos tout d'un coup. Puis après, ça s'est dégringolé jusqu'à 28 kilos. Et puis là, on gère plus rien, en fait. C'est plus nous qui gérons, quoi. C'est la maladie qui nous guide, en fait. Mais c'est plus nous qui gérons tout ça, quoi. Puis c'est la tête qui prend le dessus. Et quels sont les traitements ? Alors là, c'est différent entre l'anorexie et la boulimie. On n'a pas la même approche. Alors il y a eu 1000 sortes de traitements. Il y a eu des thérapies de famille où on prenait toute la famille ensemble, on essayait de voir quelles étaient les interactions entre les personnes et comment on pouvait avancer. On a essayé des médicaments, on a essayé certains types de traitements très codifiés en psychiatrie, comme la psychanalyse ou ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas de traitement meilleur qu'un autre.
Il y a des traitements qui ne marchent pas. Ce qui est important avec une anorexique, c'est de garder un lien. Il faut que la personne anorexique fasse confiance dans son thérapeute, la personne qui s'occupe de lui, et puis pouvoir échanger sur sa vie, sur ce qu'elle vit, etc. Ça, c'est une chose, mais on n'a pas de traitement vraiment miracle. Sauf qu'il faut garder un lien. On essaye quand même de garder un cadre, c'est-à-dire qu'on donne un cadre en disant, mais écoute, si tu perds tant de poids, on te met à l'hôpital. Bon, il y a des formes de petits chantages, hein, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Hein, mais surtout, cadrer, de l'aider à vivre de façon régulière, d'avoir des repas à heure régulière. Puis ça, c'est aussi la diététicienne qui fait. Et puis surtout, encourager, accompagner, mais il n'y a pas de traitement miracle. Alors on essaye des médicaments, même les antidépresseurs, ça ne marche pas, parce que les gens sont dénutris. Il semble que les médicaments ne marchent pas très bien. Ça peut marcher, mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, par exemple, on dit une anorexique, on lui donne tel antidépresseur, puis elle va guérir. Non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, c'est un traitement. Alors, bien sûr, certains thérapeutes diront « ça marche bien avec ma méthode ». Par exemple, un psychanalyste, il y a des gens qui sont sortis avec la psychanalyse. Donc, c'est une méthode très particulière où on laisse la personne est couchée sur un divan et puis elle parle et puis le thérapeute intervient au minimum. Ça a marché. Il y a des bouquins d'anorexiques qui racontent qu'après leur psychanalyse, elles s'en sont sorties. Mais il n'y a pas une méthode de préférence. Tandis que chez les boulimiques, on travaille sur ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas dire exactement, mais c'est une espèce de prise de conscience du problème, autant au niveau des émotions qu'au niveau de la connaissance de ce qui se passe, et puis une modification du comportement avec ça. Alors ça marche, semble-t-il, mieux chez les boulimiques. Et puis il y a certains médicaments qui marchent un peu mieux, qui diminuent cette envie de bouffer, hein, parce que c'est ça. Hein, Alors c'est surtout le temps qui fait l'œuvre. Et puis un tas de petites choses, l'ambiance dans la famille qui s'arrange, ou changement de classe, ou il y a un tas de phénomènes qui font que. C'est ce qu'on appelle un traitement multifactoriel, c'est qu'on s'occupe d'un tas de petites choses, et puis il faut essayer de maintenir. L'important, c'est de garder un lien avec la personne. Okay. Puis il y a l'évolution, quoi. Il y a l'âge qui vient, le temps qui fait que. Quel est le traitement que vous faites le plus fréquemment? Vous essayez d'entourer plus la personne? Oui, alors moi, en fait, j'ai pas, comme n'étant pas psychiatre, je suis un accompagnateur, en fait. J'écoute, j'essaie d'avoir ce qu'on appelle de l'empathie, c'est-à-dire de sentir ce qu'elle ressent. Je mets quand même des règles. Et puis surtout, alors je travaille jamais seul. Avec une anorexique, je travaille jamais seul. Il y a soit, nous, à l'hôpital, on travaille avec une psychologue, un psychiatre, une art-thérapeute, une ergothérapeute, des physios, l'équipe infirmière, ça c'est pour l'hôpital. Mais pour l'ambulatoire, je travaille pas seul, je travaille en lien avec un psychiatre et un ou une diététicienne. Ouais. Et la famille, j'essaye de voir, mais je ne fais pas des thérapies familiales, moi je ne suis pas un thérapeute psychiatre. Est-ce que ces traitements ces sortes de traitements, est-ce que ça va faire mal à la personne anorexique? Est-ce que ça va toute cette prise de conscience, est-ce que ça peut lui faire du mal, ou ça va plutôt... Alors, on va dire, moi je dirais oui, je dirais au moment où on commence à s'en occuper, on entre dans une lutte. Hein. C'est sa lutte intérieure. Souvent elle a dit, j'ai un petit diable qui me dit bouffe pas, mange pas, maigris, fais du sport. C'est vraiment, elle décrive ça. Je sais pas si vous lisez Tintin, non? C'est plus... Oui.
Alors, ouais, c'est sympa parce que dans Tintin, il y a Milo qui va boire le whisky du capitaine Haddock dans Tintin au Tibet. Puis il y a un ange qui lui dit, ouah, il y a le diable, le petit diable, qui lui dit, ouah, c'est super, continue, c'est bien, commence à devenir souple. Il y a l'ange, il y a le petit Milou en ange qui dit, mais non, fais pas ça, tu vas être malade, tu vas tomber. Puis finalement, il tombe. Et puis, mais elles décrivent très bien ça, hein, les jeunes filles, elles décrivent très bien qu'il y a, au moment où elles veulent s'en sortir, quand elles veulent pas s'en sortir, il n'y a pas ce combat. Mais elle commence à avoir un combat intérieur qui lui dit mange, puis l'autre qui dit mange pas, si tu manges pas, tu seras plus belle, puis tu es plus forte que les autres parce que tu es capable de ne pas manger alors que les autres ils sont toujours en train de se dire mais qu'est-ce qu'il y a, un petit chocolat, et tu es forte. Il y a des jeunes filles qui me disaient mais je suis beaucoup plus forte que mes copines. Hein? Donc il y a une espèce de toute puissance, hein, dans l'anorexie. Alors quand elles sont en train de perdre, elles vont perdre quelque chose, elles savent qu'elles vont perdre quelque chose, une illusion de toute puissance. Et alors là, c'est très douloureux. C'est un combat alors qu'elle a à l'intérieur, puis qu'elle va exprimer contre nous. Hein, elle va claquer la porte, je pars, ciao, au revoir, je quitte l'hôpital. Et elle hurle, il y en a dans notre service, mais elle hurlait. Hein, je veux dire, alors on se dit, mais attends, jeune fille, bien, sous tout rapport. Et puis après, en fait, ma sœur se rendait bien compte que ça allait pas. Et puis elle m'a dit, déjà, elle essayait de me faire tilt, mais moi je me rendais vraiment compte de rien, quoi. Et puis elle en a parlé en fait à mes parents. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu de partir faire un voyage avec Interrail, faire un tour de l'Europe. Et puis avant ce voyage, en fait, ma sœur a eu vraiment peur pour moi, puis elle a dit à mes parents, mais faites quelque chose, quoi. Puis en fait, elle m'avait promis de rien leur dire, parce que c'est vrai que c'est quand même toujours tabou au début, hein, comme sujet. Et puis c'est ma mère en fait qui lui a dit, mais qu'est-ce qui va pas, Eva? Puis elle a lâché le morceau, elle a commencé à pleurer, puis elle leur a tout dit, quoi. Du coup, en fait, le soir avant que je parte, mes parents sont venus dans ma chambre, et puis ils m'ont dit, écoute Eva, tu sais, on veut pas que la nourriture pendant ton voyage ce soit un problème. Et puis je leur ai dit, oh mais non, mais tout va bien quand vous me parlez, quoi. Non mais Eva, on se rend bien compte qu'avec tes pommes t'es gentille, mais voilà, ma mère qui nettoyait les toilettes tous les jours, enfin même si j'avais essayé de le faire, l'odeur elle reste, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé à pleurer, puis je leur ai dit, non, ça va pas du tout, quoi. Et puis après, ils m'ont dit, écoute, nous on veut vraiment t'aider, donc on espère que ce voyage ça va aller. Ils espéraient un peu que ça allait, le fait de voyager comme ça allait me faire un peu lâcher prise sur cette nourriture. Et puis ils m'ont dit, tu vas commencer une thérapie chez un psy, quoi. Et puis après, je suis revenue de mon voyage, puis là j'ai commencé à travailler avec un psychologue. Puis après j'ai continué dans l'anorexie en fait, hein, de plus en plus restrictif, quoi. Toujours avec de temps en temps des crises de boulimie parce que c'est associé. Tu prives ton corps, au bout d'un moment c'est physiologique, il va appeler la bouffe, hein. Et des fois je me souviens des crises où ma main elle allait toute seule comme ça dans le plat, parce que c'est le corps simplement, il a besoin de tout ce qu'il faut pour vivre, quoi. Et puis après j'ai eu un suivi, j'avais un suivi et avec un psychologue, enfin avec 2 psychologues, un qui en fait me parlait plus de mon rapport à la vie en fait, parce que ton rapport à la nourriture c'est ton rapport à la vie, en quelque sorte. Tu peux tout à fait tirer les parallèles comme ça, le fait de vouloir se priver de vivre, priver de manger, tout ça. Et puis plus une approche vraiment quand je mange, comment je me sens, vraiment l'aspect l'alimentation, quoi. Et puis j'avais encore un suivi clinique, parce qu'il y a les suivis hospitaliers ou les suivis cliniques. Donc suivi clinique c'était ma médecin qui me pesait une fois par semaine, et puis qui a fixé fixé au bout d'un moment, je continue à tout le temps perdre du poids. Elle a dit écoutez, vous perdez encore 500 grammes, je vous laisse plus le choix, il faudra parler d'hospitalisation. Et puis c'était l'hiver, moi je voulais faire du snow, je croyais que j'étais en pleine forme, etc. Et puis elle m'a dit non mais faut pas rêver, quoi, vous ferez pas de snow cette année.
Et puis alors la fois suivante, elle m'a dit, bon, si la prochaine fois vous prenez pas 500 grammes, je vous laisse plus le soir, vous allez à l'hôpital. Alors du coup, la fois suivante, j'ai bu 2 litres de flotte, comme ça, je suis montée sur la balance, je ne sais pas regarder. Et puis elle fait, ouais, vous avez vu combien de litres d'eau? J'avais une bite qui allait exploser, comme ça. Et puis, non, rien du tout. Puis elle fait, bon, ça va aller pour cette fois, mais voilà, quoi. Et puis après, progressivement, j'ai réussi à reprendre du poids, quoi. Puis quand c'est arrivé, tu t'en es rendu compte? Je me suis rendu compte parce que je perdais mes pantalons, en fait. Je me disais qu'il y avait un petit problème, en fait. Puis j'allais m'habiller chez les enfants, donc c'était plus très juste. Puis il y a une copine qui m'a dit, ah, mais t'as perdu beaucoup de poids, il faudrait que tu fasses quelque chose. Puis là, je suis allée voir mon médecin, puis une psychologue, dans le dos de mes parents, enfin tout le monde, en fait, il n'y a personne qui savait. J'ai fait ça pendant 6 mois. Maintenant que nous avons une vision globale de ce qu'est l'anorexie, il faut se poser la question de ce que nous pouvons faire, nous, personnes qui ne sommes que spectateurs de cette maladie. Comment aider au mieux les personnes qui souffrent d'anorexie? Que faudrait-il faire? Que vaudrait-il mieux éviter de faire? Nous allons essayer de vous donner des pistes. Faut-il leur dire ce qu'il faut faire? Non, parce qu'il faut faire, la plupart des gens, nous, on ne sait pas. Même nous, quand on travaille avec, et là j'en suis quelques-unes qui sont extrêmement graves, donc on met un cadre, c'est quand même important, mais elles nous rentrent dans le cadre tout le temps. Donc il faut à la fois, en tout cas pour je pense pas un compagnon, un copain, il n'a pas à dire grand-chose. Il n'a qu'à rester le copain, viens au cinéma si tu veux venir au cinéma, mais on est démunis. Bon, je dirais, si vous êtes une personne de confiance, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez lui dire, mais écoute, il faudrait peut-être qu'elle se rende compte qu'elle n'est pas bien. Déjà, on peut l'aider à se rendre compte qu'elle a un problème. Parce qu'en fait, souvent, au début de l'anorexie, il y a une phase où la personne ne va pas vous entendre, parce qu'elle est bien. Parce que quand on jeûne, on stimule quand même certaines hormones dans notre corps qui fait qu'on se sent bien. On ne tombe jamais malade, on a une énergie extraordinaire, on peut faire du sport pendant des heures et des heures. Et ça, c'est quand on est maigre, mais pas trop. Donc là, il y a ce qu'on appelle un déni de la maladie. C'est que je ne me rends pas compte que je suis malade. Donc là, vous aurez de la peine, mais peut-être en disant, mais tu ne crois pas que tu fais un peu trop de fitness, tu fais 2 heures par jour, ou bien par amitié, mais sans dire il faut que tu te soignes. Je pense que tout ce qui est apparemment forcé ou insistant ne marche pas. Donc de toute façon, moi je dis toujours, que ce soit aux familles, aux frères ou aux copains, essayez d'être le plus naturel possible. Pas facile à dire. Si vous voulez, vous allez au bistrot avec elle, elle commande une pizza puis elle mange rien, ou bien elle va commander qu'une salade. Si vous lui dites, mais tu crois pas que tu veux prendre une pizza, c'est bien, mais il faut pas insister. Ce qui marche pas, c'est de forcer. Ça va pas. Ce serait d'essayer de faire prendre conscience à l'autre qu'elle a un problème. Ça, on peut, en discutant, sympa. Si elle a confiance en vous, elle va peut-être tout d'un coup écouter, puis qu'elle demande de l'aide. Ça, c'est la première chose. Je pense que ce qui ne marche pas, c'est soit quand on est, comme je l'ai dit, par rapport aux parents, mais c'est la même chose par rapport à toute personne qui est accompagnant, c'est d'être trop la couver. Hein. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas... Bon, il faut sentir comme vous êtes, mais il n'y a pas de méthode qui permet sinon de l'amener à se rendre compte qu'elle est un peu à côté de la plaque. Valider la douleur. Quand quelqu'un, tu vois, quand t'as mal tu marches, par exemple, tu te fous de la cheville, puis tu marches, puis t'as mal. Et puis tous les gens autour de toi te disent, mais continue à avancer et tout. Tu dis, mais attends, mais j'ai mal, mais pourquoi tu prends pas en compte que j'ai mal? C'est énervant. L'anorexie, c'est la même chose, quoi. On marche avec cette cheville qui fait super mal, mais tous les autres s'en foutent complètement, quoi. Et puis, si quelqu'un prend le temps de dire, attends, on s'arrête 2 minutes, tu bois un verre d'eau, je te masse un coup la cheville, tout de suite, ça ira tout de suite mieux, parce que dans la tête, ça ira mieux. Et puis après, on tourne un peu la cheville, puis on continue à marcher, quoi.
Et je dirais que l'anorexie, c'est ça déjà qu'il faut faire, c'est reconnaître que la personne a mal, mais pour reconnaître ça, vu que la douleur passe par la maigreur, ben, déjà dire à la personne, oui, t'es maigre, oui, je vois que t'as mal, oui, je vois que t'as quelque chose qui va pas. Maintenant, essaye de toi reconnaître cette boule qui t'empêche de manger, et puis de te dire que t'as pas besoin d'être l'anorexique, que maintenant, tu peux être toi, par toi-même, que tu peux de nouveau briller, que tu peux laisser exploser ce soleil que tu as en toi, ce feu que tu essayes de t'étouffer, quoi. Que oui, on a vu que tu avais mal, oui, on a vu que tu étais maigre, on voit tous tes os. Et même si oui, je trouve que la maigreur, c'est un côté beau, c'est un côté laid aussi, c'est quand même synonyme de mort, parce que c'est aussi au bout d'un moment la mort quand même qu'on recherche, inconsciemment. Et ouais, voilà, quoi. C'est essayer de lui expliquer, enfin, lui dire ah mais écoute, je te trouve maigre, ou est-ce que tu as perdu du poids, ou est-ce que tu te sens moins bien, mais c'est aussi tout l'aspect émotionnel en fait, souvent qui est peut-être lui dire mais t'as des problèmes, enfin, essayer de passer aussi par un autre biais que juste le poids, parce que le poids c'est qu'une face en fait, mais il y a tout l'aspect psychologique, où c'est un problème psychologique l'anorexie, c'est pas la perte de poids, c'est juste ce qui est visuel, mais après il y a un problème de fond en fait, où on est dépressif, enfin il y a des choses qui vont pas dans notre vie, quoi. Donc c'est peut-être abordé par un autre sujet, essayer de savoir qu'est-ce qu'elle vit pas, où elle en est dans sa vie, puis qu'est-ce qu'elle a envie de faire, ou si elle estime qu'elle a un problème, ou bien... Ouais, c'est essayer de trouver d'autres moyens, parce que je pense que l'anorexie c'est aussi vraiment un problème émotionnel, donc souvent c'est les gens qui ont des problèmes ailleurs, quoi, ou qui sont pas bien avec eux-mêmes, quoi. Il y a un manque de confiance, il y a un manque... Ouais, c'est des choses assez profondes. Ouais. Bah, celui qui m'a le plus aidé, bah, c'est mon meilleur ami. Je me souviens une fois j'étais chez lui et puis j'avais fait une crise, j'étais montée aux toilettes, j'étais allée faire gerber, puis il me cherchait, je dis putain merde. Puis il arrive comme ça aux toilettes, puis je me souviens il m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a fait ça va aller. Puis ça va me rester, quoi. Mais il m'a pas dit ah non mais arrête ça tout de suite, non, il m'a comprise. Et il m'a jamais forcé à rien. Il a toujours été là. Je savais qu'il était là. Et puis moi j'avais eu problème. Et il est jamais vraiment entré en matière. Il a jamais essayé de me dire ce soir on va manger une pizza. Les gens qui essaient de me faire manger, de toute façon ça marchait pas. Et ça il l'a compris. Et puis il s'est détaché de moi. Il m'a proposé quand même de sortir. Il m'a toujours fait comme si j'étais comme avant en fait. Et c'était à moi de me rendre compte en fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a permis de me rendre compte que j'étais plus moi-même. Il me disait de temps en temps, mais fais gaffe quand même. Il avait mal pour moi, mais il a fait comme si tout allait bien. Et il m'a laissé en fait à moi me faire mon propre chemin. Donc il y a eu un bout d'un moment, les chemins, ils sont complètement séparés, quoi. Moi je suis partie dans mes tripes, puis de voir cet écart en fait, c'est ça qui m'a permis de vouloir revenir, quoi. Puis je le remerciais tout le temps, mais il m'a dit mais écoute, je sais qu'on s'est distancé, mais tes déclics tu dois les faire toute seule, je peux pas faire le chemin à ta place. Donc c'est ça qui m'a surtout permis de... Voilà, après les copines que je disais, mes meilleures amies, une fois elle est venue vers moi avec un churros. Je veux dire, même maintenant je mange pas des churros, quoi. Ça me dégoûte encore complètement. Et si la personne refuse notre aide ? Je pense que là vous pouvez rien faire. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte, ou jusqu'à ce qu'elle aille trop mal, ou bien de temps en temps dire non, mais bon, peut-être répéter, mais répéter sans insister, c'est pas évident, parce qu'elle trouvera toujours que vous insistez. Mais je pense qu'il y a un moment, on ne peut rien faire. On appelle ça la phase eusyntonique, c'est-à-dire que moi je suis bien, j'ai pas de problème. On peut pas aider quelqu'un qui a pas de problème. Quelqu'un qui veut pas arrêter de fumer, qui est très content, vous n'allez pas. Et ça on connaît bien dans certaines techniques de ce qu'on appelle des techniques motivationnelles. Par exemple, quand on veut motiver quelqu'un à changer de comportement, quand il est dans une phase où il est dans une phase d'indifférence, c'est-à-dire que je suis très bien quand je fume, vous n'allez pas lui dire d'arrêter de fumer à ce moment-là. Vous allez être jeté. Moi je fume, j'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème. Donc si la personne anorexique est dans une phase comme ça,
Il y a des gens qui appellent ça la phase de pré-contemplation, ça vient de l'anglais. Mais c'est une phase d'indifférence, où on n'envisage rien, vous ne pouvez rien faire. Et nous, on apprend à ne pas trop investir chez ces gens-là, parce qu'on perdrait du temps. Donc, il faut attendre. C'est une grande école de patience, l'anorexie. Vous l'aurez compris, en tant que proche, il est difficile d'agir concrètement sur la maladie. La seule chose à faire, c'est d'être présent pour la personne qui souffre et éviter de la juger. Soyez patient en évitant de trop vous impliquer. Vous pouvez également lui parler de l'association ABA, qui est là pour aider les personnes souffrant de boulimie ou d'anorexie, ainsi que leur entourage. Elle est présente sur Internet et répond à une foule de questions que vous vous posez encore sur l'anorexie, et propose également des groupes de parole. Et gardez espoir qu'un jour la personne ouvre les yeux sur sa maladie, récupère un poids normal et s'en sort.